Herbert Marcuse revendique pour l'homme libre le droit à la négation, qui se fonde sur une philosophie de l'homme en devenir. Marcuse, héritier de la réflexion hegeliano-marxiste de l'école de Francfort et à la lumière des recherches de Freud, sur la base d'un diagnostic d'une part où le terme d'irrationalité du système tend à prévaloir sur celui de contradiction économique, et d'une philosophie, d'autre part, selon laquelle l'idée de révolution se trouve identifiée à une contestation, mobilisation psychologique et politique totale, la raison marcusienne est présentée ici par son auteur comme analyse d'une double articulation du processus historique, actualité du statu quo administré et technologisé, et virtualité par détection de nouvelles autonomies, prise de conscience démystificatrice des bienfaits même de la domination. Parce que science et technique fonctionnent comme idéologie, Herbert Marcuse nous invite avec Kant à imaginer un modèle pour la construction politique de l'expérience, expérience du monde tout entier comme monde politique. Septembre 1969. Nous retrouvons le maître de San Diego à 71 ans lors des 22e rencontres internationales de Genève, la liberté et les impératifs de l'histoire. Impératif de l'histoire. Cette expression laisse entendre qu'il existe des lois historiques gouvernant l'évolution de la civilisation et, liées au concept de liberté, cette expression suggère l'idée de progrès dans l'histoire. Je tenterai d'aborder le problème sans faire mienne les présuppositions très discutables impliquées dans la formulation du sujet. Les impératifs apparaissent tout d'abord dans l'histoire comme des nécessités de l'action d'ordre individuel et personnel liées à l'acception de certains buts, de certaines fins spécifiques. Ils ne sont jamais catégoriques, puisque leur validité dépend de l'acceptation de ces buts. Pour reprendre l'exemple bien connu, si César voulait vaincre Pompée, c'était pour lui un impératif de franchir le Rubicon. Cette conduite était dictée à l'estimation de César par le but à atteindre et par les circonstances du moment. Celle-ci était donnée, de sorte que l'impératif se dégageait des faits eux-mêmes. Le « il faut » du « c'est ainsi ». Mais le même exemple peut servir à illustrer un impératif tout différent, qui, tout en contenant le but individuel et la norme conditionnelle, les dépasse vers un fin supra-individuel qui devra être atteinte par une action supra-individuelle, la praxis. Les instituts de l'État romain n'étaient plus en mesure de faire face au conflit qui s'était développé à l'intérieur de la société romaine, ni de traduire dans la réalité les possibilités de croissance offertes par cette société. La conservation et la croissance contraignaient à modifier radicalement les institutions existantes, à transformer l'État-cité en empire, la République en monarchie. C'est là le sens de la ruse de la raison de Hegel. Dans et travers les ambitions personnelles et les actions de César, la transition s'opère à un stade supérieur du développement historique, c'est-à-dire pour Hegel de la liberté. Le sujet individuel
sans rien perdre de la liberté qu'il a pu avoir auparavant, devient l'objet de la nécessité historique. Je reviendrai sur le concept de stade supérieur de progrès tels qu'ils sont explicitement formulés par Hegel. Il existe, je crois, de bonnes raisons de rejeter ces concepts, des raisons qui deviennent chaque jour plus évidentes. Par exemple, si on regarde le monde aujourd'hui, et surtout le monde en dehors des sociétés industrielles avancées, l'idée du progrès historique apparaît comme une idée épouvantable et probablement sans aucun sens. Pour l'instant, je me propose d'examiner la question de savoir s'il faut repousser la théorie de Hegel parce qu'elle n'est fondée que sur un simple jugement de valeur, à savoir que le progrès de la liberté, son accroissement tant quantitatif que qualitatif, est une nécessité historique. Tout en refusant le concept hegelien de la raison comme force motrice de l'histoire, nous pouvons supposer quelques impulsions, quelques tendances instinctives vers la liberté, comme absence de répression, par exemple l'éros de la théorie freudienne, et nous pouvons aussi joindre la raison, superposée à cet instinct par les exigences du principe de réalité. Pour justifier le concept d'impératif historique, il nous suffit de reconnaître un seul fait ou une seule valeur comme une donnée historique, à savoir le fait que la dynamique de l'existence humaine est conservation et croissance, c'est-à-dire non seulement satisfaction des besoins biologiques, mais encore développement de ces besoins eux-mêmes dans le contexte de la lutte constante avec la nature et avec l'homme. Et c'est également un fait que cette lutte avec la nature a conduit à des possibilités toujours plus nombreuses et plus vastes de satisfaction des besoins. Si tel est le cas, nous pouvons, à juste titre, parler de la croissance comme d'une force agissant dans l'histoire, sans aucune connotation téléologique et morale, et sans nous soucier si cela est bon ou mauvais. Et nous avons alors le droit de parler d'impératif historique dans la mesure où cette force ne s'exerce que dans la transformation des institutions et conditions sociales et naturelles données qui déterminent les possibilités de la praxis. Le fait contient la norme, c'est-à-dire l'existence humaine doit alors être libérée de l'emprise qu'ont sur elle des formes vieillies, dépassables de la réalité. Nous sommes maintenant en mesure de nous demander si la liberté est impliquée ou même postulée par ces impératifs. En un sens, elle est certainement. L'individu doit être libre d'acquérir les moyens d'atteindre ses fins, la conservation de soi et la croissance. Cependant, cette sorte de liberté est variable
en plus haut point. Dans l'histoire, elle s'étend de la simple capacité physique d'accepter les moyens de subsistance et d'en faire usage, jusqu'au pouvoir de domination et d'exploitation. Et cela implique une liberté de choix très large à l'intérieur d'un cadre puissant de répression de non-liberté. L'histoire de l'Occident a gardé la conscience d'une idée plus heureuse de la liberté, à savoir la puissance de déterminer sa propre vie, l'autonomie. Et si la liberté est la faculté de décider de sa propre vie sans priver les autres de cette faculté, alors la liberté n'a jamais été une réalité historique jusqu'à ce jour même. Cela veut-il dire que la nature de l'homme empêche la liberté de se réaliser sous une forme qui ne serait pas partielle, répressive, idéologique? Marcuse retrace à grands traits la conception marxienne de la question. Tout développement des forces de production par la société établie perpétuerait et augmenterait en même temps la destruction et la répression. Une chaîne fatale qui ne pourrait être brisée que par la praxis d'une classe dont le besoin vital ne serait pas la perpétuation et l'amélioration de la société établie, mais son abolition. La liberté apparaît d'abord comme négation. La définition positive de la liberté demeure un X, une variable ouverte. Seule une société libre pourra définir le contenu de l'autodétermination. Il convient de remarquer que dans cette conception, la liberté n'apparaît pas comme un impératif historique, au sens où les conditions régnantes la prescriraient comme constituant nécessairement l'étape suivante et supérieure du développement. Le socialisme ou la barbarie. Les conditions régnantes sont objectivement ambivalentes. Elles offrent la possibilité de la libération et aussi celle d'une servitude profonde, cette vaste prison confortable dont parle Max Weber. Telle est l'ambivalence du progrès. Le progrès technique peut aggraver la servitude s'il ne se transforme pas en progrès qualitatif, à savoir en une rationalité et une sensibilité nouvelles. Il est possible que le progrès qualitatif entraîne non seulement une réorientation, mais aussi une réduction de développement des forces de production lorsque celles-ci favorisent le gaspillage et l'agression et réclament la sujétion de l'homme à la machine. La transition de la servitude à la liberté exige une transvaluation totale des valeurs, mais elle n'exige pas ce progrès quantitatif, presque automatique, dont dépend pour survivre le capitalisme. Le progrès quantitatif, en tant qu'impératif historique, fait partie de l'idéologie et de la praxis de domination. Cette praxis
devra nécessairement stimuler et développer la production de marchandises dans la mesure où elle dépend de l'accroissement technologique de la productivité du travail et dépend de l'appropriation privée de la plus-value. Et plus le niveau de productivité du travail sera élevé, plus grande sera la quantité de produits de luxe qui deviennent des nécessités vitales et qui doivent être acquis au prix d'un travail aliéné. Sous le régime de l'impératif technologique, la société, d'une part, crée tous les moyens pour une satisfaction des besoins n'exigeant plus qu'un minimum de travail, tandis que d'autre part, elle assujettit la satisfaction des besoins à l'expansion continue de l'appareil de travail. En d'autres termes, dans le cadre du capitalisme, au moment même où le progrès technique crée les conditions de la liberté, il en sape les fondements. Car dans ce cadre, le progrès exige l'augmentation constante des besoins et des marchandises, l'abondance toujours plus abondante, il n'y a jamais assez. Mais la libération ne dépend pas du règne de l'abondance, notion toujours fuyante qui permet l'ajournement indéfini de la liberté, et la formule fameuse « à chacun selon ses besoins » n'implique pas du tout l'insatiabilité de la nature humaine. Ce concept de l'insatiabilité appartient lui aussi à l'arsenal de la domination. Il justifie la perpétuation du travail aliéné et la soumission des hommes à ce travail. La liberté présuppose que la conquête de la nature ait atteint un stade où les produits de nécessité vitale puissent être acquis en un minimum de temps et par un minimum de travail, de sorte que la production des biens, au-delà de la limite des nécessités vitales, puisse devenir vraiment l'affaire de autodétermination. Marx croyait que ce stade était en vue dans les pays industriels avancés déjà vers 1860. Faisait défaut alors non les conditions matérielles, mais la conscience politique de la classe ouvrière et son organisation. La racine des choses est l'homme. L'analyse des perspectives de libération doit faire éclater la réification qui mystifie aussi bien la société établie que celle qu'on envisage pour la remplacer. Cette réification considère le sujet historique du changement comme quelque chose qui existe à la façon d'un objet, tandis qu'en fait, ce sujet, la classe ouvrière de Marx, ne vient à l'être que dans le processus même du changement. Et ce sujet est l'homme
pour lequel les satisfactions accordées par la société répressive ne sont plus des besoins vitaux. L'homme qui ne peut plus tolérer ces satisfactions parce qu'il a reconnu la brutalité et l'aliénation qui les rendent possibles. Le sujet comme le facteur décisif. Ce sont les hommes qui, en dernière analyse, donnent les impératifs historiques. Car les conditions objectives qui définissent ces impératifs ne sont jamais unilatérales et demeurent toujours ambiguës. Elle offre toujours, non pas une, mais plusieurs alternatives. Le choix historique, socialisme ou barbarie, chacun des deux sous différentes formes. Le sujet est libre de choisir. C'est dans ce choix d'une praxis historique, dépassant la praxis établie, que réside l'essence de la liberté humaine. Et cette liberté n'est pas un fait, ni un fait transcendantal, ni un fait historique. C'est plutôt la faculté et l'activité humaine de refuser l'univers donné de l'expérience comme cadre de toutes les transformations. La faculté de développer une rationalité et une sensibilité radicalement différentes de la rationalité et de la sensibilité régnantes. C'est la faculté de comprendre les données de l'expérience de telle sorte qu'elles révèlent leur propre négativité, c'est-à-dire jusqu'à quel point elles sont les données de la domination. C'est la synthèse radicale qui se trouve à l'origine des grands mouvements progressistes de l'histoire, la Réformation populaire, la Révolution française, la Révolution socialiste. Et cette synthèse radicalement critique de l'expérience a lieu à la lumière de la possibilité réelle d'un monde meilleur, à la lumière d'une réduction possible de la souffrance, de la cruauté, de l'injustice, de la stupidité. Dans la mesure où cette double expérience s'est emparée de la conscience et de la sensibilité de l'homme, dans cette mesure, il s'est soumis à l'impératif historique par excellence, l'impératif révolutionnaire. Soulignons qu'il ne s'agit pas ici seulement d'un impératif politique, mais aussi bien, et peut-être avant tout, d'un impératif intellectuel et moral. Quand l'intelligence et la moralité elles-mêmes deviennent des facteurs révolutionnaires, lorsqu'elles cessent d'être les servantes de la répression. On peut vivre fort heureux, apparemment, dans la stupidité et dans un monde où le génocide, la torture et la famine vont de soi, comme autant de modes de vie. Il y a un bonheur objectivement réactionnaire, immoral.
comprendre le monde afin de le changer. Cette formulation de l'impératif révolutionnaire est un postulat empirique découlant de l'expérience fort banale de la souffrance inutile. Inutile dans la mesure où elle n'est pas exigée par la lutte pour l'existence, mais imposée par la façon dont cette lutte est organisée et dirigée. Étant donné qu'il n'existe aucune logique scientifique selon laquelle cet impératif puisse être déclaré valable, il s'agit bien d'un impératif moral. Et il convient maintenant de poser la question: quelles sont l'origine et le contenu de l'impératif révolutionnaire? Herbert Marcuse disait de lui-même qu'il était optimiste. Il va maintenant vouloir sauver l'ancienne idée de la fin en soi de la connaissance, partir donc de la connaissance immédiate et réfléchie, à la Kant, et non intuitive, comme le préférait par exemple Schopenhauer, moins optimiste que Marcuse, pour ce qui serait d'une prévention totale du hasard, d'un élargissement du champ de notre pouvoir de disposer de la nature par le travail, ou d'une sollicitation peut-être excessive du pouvoir de la liberté. J'ai suggéré que l'essence de la liberté humaine se trouve dans les synthèses théoriques et pratiques qui constituent et reconstituent l'univers de l'expérience. Synthèse des faits donnés à la lumière de leurs possibilités réelles. Ces synthèses ne se réduisent jamais à des activités individuelles, mais elles sont l'œuvre d'une subjectivité historique supra-individuelle dans l'individu. Exactement comme les catégories kantiennes sont les synthèses d'un ego transcendantal dans l'ego empirique. J'ai utilisé à dessein la construction kantienne de l'expérience, c'est-à-dire sa théorie de la connaissance, en vue d'élucider le concept de liberté comme impératif historique. C'est bien dans l'esprit de l'homme que la liberté a son origine, dans sa capacité, ou plutôt dans son besoin et son désir de comprendre, de saisir son monde. Et cette saisie est praxis dans la mesure où elle établit un ordre spécifique dans les faits, une organisation spécifique des données de l'expérience. L'esprit humain est constitué de telle sorte qu'il soumet les données reçues par les sens à certains concepts d'un ordre universel dans l'espace et le temps. Et cet acte est la condition première de toute activité, qu'elle soit pratique ou théorique. Pour Kant, l'organisation de l'expérience est universelle parce qu'elle est la structure même de l'esprit humain. L'a priori transcendantal repose sur la connaissance d'un fait. L'université de cette structure est formelle. L'espace et le temps et les catégories constituent le cadre général de toute expérience.
Or, je suggère maintenant que cette construction transcendantale de l'expérience chez Kant pourrait bien fournir le modèle pour la construction politique de l'expérience. Cette dernière, la construction politique, se distinguera de la construction kantienne en ceci, que les formes de l'intuition dans lesquelles apparaissent les données de l'expérience y seront l'espace politique et le temps politique, et que leur synthèse s'opérera dans des catégories politiques. Une telle synthèse politique est la première rupture avec l'univers donné et le premier pas vers la reconstitution radicale de l'expérience. J'aimerais ajouter, il ne s'agit pas de l'expérience de la politique comme branche spéciale de la division sociale du travail, mais plutôt de l'expérience du monde tout entier comme un monde politique. Dans l'univers de cette expérience, toutes choses apparaissent comme les données d'une hiérarchie, un ordre constitué par des relations de domination et de subordination. Sans doute, les choses sont appréhendées immédiatement dans l'expérience comme valeur d'usage spécifique, comme objet esthétique, sexuel, etc. Cependant, à la réflexion, il se montre que leur valeur est déterminée par la structure du pouvoir régnant dans une société donnée. Si Marx définit la richesse sociale d'une société capitaliste comme une masse de marchandises, c'est qu'il fait de cette réflexion le principe méthodologique. En tant que marchandises, les choses expriment et perpétuent l'exploitation, l'absence de liberté. Elles sont à disposition selon le pouvoir d'achat, lequel, à son tour, est déterminé par le caractère de classe du processus de production. La synthèse des données dans des catégories politiques est une synthèse empirique et son universalité est relative, historique, mais valable pour la société entière dans toutes ses ramifications, dans toute sa culture matérielle et intellectuelle. Elle transforme la conscience quotidienne et le sens commun en conscience politique et en sens politique. Et c'est dans cette transformation que l'impératif historique de la liberté, ou plutôt de la libération, a son origine. Il ne s'agit pas seulement d'une libération en vue d'obtenir une plus large part du gâteau ou en vue de participer activement à l'administration et à la gestion du système établi. Il s'agit, dans ce impératif, du remplacement du système lui-même par un système d'autodétermination et, selon Marx, sur la base d'un contrôle collectif des moyens de production.
L'application de cette formule socialiste n'est pas limitée aux sociétés industrielles avancées. L'autodétermination et le contrôle collectif ont toujours été des alternatives possibles à l'organisation de la lutte pour l'existence. Cela est à dire, mutatis mutandis, l'impératif de la liberté a toujours été l'impératif réprimé de l'histoire. Aujourd'hui, cette répression matérielle, intellectuelle, psychologique a atteint une intensité et une efficacité telles qu'on peut se demander si l'impératif de la liberté se traduira jamais dans la réalité. Aujourd'hui, il s'agit plus que jamais d'un impératif dans le sens kantien. Ça veut dire il exprime un « il faut » qui s'impose à l'individu contre ses penchants, ses besoins personnels, son intérêt immédiat. Ses besoins, ses satisfactions, ses intérêts immédiats militent contre l'impératif du changement ou du moins lui donnent l'aspect d'une idée abstraite, relique d'une tradition politique antérieure, dépassée et démentie par la réalité des sociétés industrielles avancées. Dans ces sociétés, la libération peut facilement apparaître comme la dislocation ou même destruction d'un bien-être matériel et culturel dans lequel les conditions de travail régnantes elles-mêmes, dans toute leur inhumanité, peuvent bien sembler un moindre mal et un mal réparable lorsqu'on les compare aux incertitudes terrifiantes et aux horreurs de la Révolution. La culture intellectuelle et matérielle, qui est la marque de l'oppression dans ces sociétés, peut bien continuer à intégrer la population dans le système capitaliste, et ce dernier peut bien être capable de se reproduire sur une échelle plus vaste. Ce genre de progrès manifeste l'aggravation des contradictions internes du système, mais il peut durer fort longtemps, ravageant le peuple, la campagne, la mer et l'air, polluant les corps et les esprits, ceux-ci s'adaptant à la situation. De sorte que l'explosion finale de ces contradictions serait la transition non à un stade historique supérieur, mais plutôt à une barbarie achevée dans laquelle coïncident liberté et automatisme. Conflit entre liberté actuelle et libération. Celle-ci, c'est-à-dire l'autodétermination, réduirait et peut-être même supprimerait ces libertés de choix et d'expression qui reproduisent chez les individus qui en jouissent le système établi. Car l'autodétermination présuppose
qu'on se libère de ce système lui-même. Vu à la lumière de ce système, de ses avantages matériels même, la libération apparaît comme une utopie non seulement subversive, mais encore extrêmement abstraite et intellectuelle. Triomphe de la moralité de l'affirmation du positivisme. Il ne s'agit pas du tout de blâmer le matérialisme des gens ou le haut niveau de bien-être. Le mal est que ce soit précisément cette sorte de bien-être qui convienne à la reproduction et à la protection de la structure du pouvoir existant. Les satisfactions sont agressives et pourtant agréables, administrées et pourtant spontanées, uniformisées et pourtant individuelles. Cette unité des opposés pénètre la structure tout entière. Elle trouve son expression suprême dans le fait que les peuples élisent librement les gouvernants qui perpétuent la non-liberté. Et pourtant, l'argument contre la libération reste très fort. Au nom de qui et de quelle autorité l'impératif révolutionnaire peut-il être imposé à des millions de gens, à des générations d'hommes qui mènent une vie assez bonne, assez confortable, assez raisonnable? Je crois qu'il existe une réponse, à savoir que ce droit est du côté des victimes du système de bien-être, les victimes qui paient une large part de ce que coûte le système et qui n'ont aucune part à ses avantages, les objets de la colonisation interne et externe. Pour eux, la liberté signifie tout d'abord la possibilité de se libérer de régimes d'exploitation brutaux et corrompus, étrangers et indigènes. Et ce processus ne peut pas manquer de menacer la cohésion des sociétés de bien-être. Et face à cette menace, ces sociétés mobilisent afin de protéger le bon ordre par la force et par l'indoctrination, prouvant par là leur hypothèse selon laquelle la liberté exige la répression. Ce que ces sociétés prouvent en fait, c'est que leur propre liberté est incompatible avec celle des autres. Dans ces sociétés, le processus de changement prend des formes nouvelles, exigées par les conditions régnantes de cohésion et d'intégration. Puis Herbert Marcuse, évidemment, rappelle qu'une classe révolutionnaire ne conteste pas, mais elle se bat pour la prise du pouvoir. La contestation révèle quant à elle un trait que l'on découvre rarement dans les révolutions historiques, le caractère total de sa revendication. Refus total parce que c'est la culture tout entière qui est marquée par l'aliénation, le bien et le mal,
la culture intellectuelle et la culture matérielle. Le grand refus vise à rompre la chaîne fatale qui rattache la satisfaction des besoins à la reproduction du système capitaliste. Et cette chaîne est fixée dans les individus eux-mêmes. Les besoins d'une société répressive sont devenus les leurs. La contrainte sociale prend le visage de la liberté de l'individu. En conséquence, l'impératif révolutionnaire prend la forme d'une négation. Il s'agit de refuser les besoins et les valeurs qui, en augmentant la richesse sociale, renforcent la servitude dite volontaire chez les populations privilégiées des métropoles et facilitent une servitude imposée dans leurs colonies, dans le tiers-monde. L'idée que le tiers-monde puisse libérer le premier monde est tout à fait fantaisiste. On sous-estime alors la force de la base matérielle et technique du capitalisme avancé. Une telle force ne peut être ébranlée que de l'intérieur, et des indices certains montrent qu'un tel processus s'est déjà amorcé. Toutefois, ces manifestations sont peu orthodoxes. Elles sont émergence d'un sous-prolétariat, ou plutôt d'un nouveau prolétariat, rébellion des minorités opprimées, protestation parmi les couches de l'intelligence, desquelles le système dépend de plus en plus pour sa reproduction, affaiblissement de la fibre morale par le discrédit jeté sur les valeurs, énorme décharge d'agressivité, diffusion des troubles mentaux. En un mot, la superstructure recouvrant une économie politique toujours plus instable, axée sur le gaspillage et la violation de l'homme et de la nature. Après la mort de Dieu, la mort de l'homme. La conquête de l'espace, la compétition planétaire et l'agression sont l'œuvre de robots et de machines qui restent encore programmés et dirigés par des hommes, mais par des hommes dont les buts sont limités par la puissance réelle et virtuelle de leurs machines. Et cette puissance, à son tour, est projetée et utilisée en accord avec les exigences d'une compétition lucrative à l'échelle mondiale. La compétition devient l'œuvre des machines, machines techniques, machines politiques, machines économiques. Les esprits qui dirigent les machines traitent les hommes comme des objets. Et cette réification transforme leurs esprits eux-mêmes en machines. Ainsi, la libération impliquerait que la machine, la technique et la science soient elles-mêmes libérées
de l'usage effroyable qu'on en fait, qu'elle soit libérée des hommes qui aujourd'hui décident de leur usage destructif. Car une société libre est inconcevable si l'automation ne remplace pas progressivement un travail socialement nécessaire mais déshumanisant. Sur la base du mode de production capitaliste, la déshumanisation est irréversible. Le progrès quantitatif dans la compétition agressive constitue l'impératif imposé par la conservation et la croissance du système et imposant à son tour cette conservation et cette croissance. Le progrès quantitatif se transformerait en progrès qualitatif dans la mesure où le potentiel de destruction lui-même serait détruit. Usage de la science et de la technique en vue de la reconstruction totale de la réalité, accès en priorité sur l'abolition de la pauvreté et de l'exploitation et se donnant pour fin la création d'un environnement à la mesure de l'homme. Et ce but implique l'autodétermination du mode de production. Les conditions objectives, les ressources techniques et matérielles sont là. Le usage libérateur dépend de l'émergence d'un nouveau sujet, une conscience et une sensibilité décidées à ne plus reproduire le statu quo. Une telle conscience devrait émerger des classes sociales qui jouent un rôle toujours plus essentiel dans le processus de production, à savoir les cadres de l'intelligentsia technique et scientifique qui, à leur tour, peuvent activer la prise de conscience des classes travailleuses traditionnelles. Les écoles et les universités, la jeunesse non intégrée apparaissent aujourd'hui comme les catalyseurs d'une telle évolution. Son caractère non traditionnel, c'est-à-dire la priorité accordée aux facteurs subjectifs et le déplacement du potentiel révolutionnaire de l'ancienne classe ouvrière à une nouvelle classe ouvrière et à des groupes minoritaires, ce caractère correspond à une situation historique, nouvelle et unique. Cette situation est réalisée dans une société industrielle très avancée, dont le fonctionnement est efficace, pourvu d'un appareil militaire et policier bien organisé et constamment amélioré, et dont la population est en grande partie satisfaite. Dans cette situation, l'idée de liberté apparaît sous un jour nouveau. Pour les bénéficiaires de la prospérité du grand capitalisme industriel, la liberté, c'est ce dont ils disposent de toute façon, en particulier lorsqu'ils se comparent aux pays socialistes.
C'est une liberté de choix assez considérable dans les domaines de la politique, de la culture, du marché. Cette liberté est réelle et peut s'exercer à l'intérieur d'un système social dont la structure est rigide. Elle dépend du fonctionnement continu d'une administration toujours plus totale. En conclusion, les libertés données militent contre la liberté. Militent contre la liberté conçue comme autodétermination. Celle-ci paraît de moins en moins impérative. Elle perd de plus en plus son prix et devient toujours moins essentielle à l'existence humaine. Le choix suprême, origine et condition première de tous les autres, le choix pour chacun de son mode de vie n'apparaît aujourd'hui plus comme un besoin vital. À moins que ce choix ne devienne un besoin vital, la chaîne de l'exploitation ne serait pas brisée, quelque satisfaisante que puisse être la vie. Il n'existe aucune loi de progrès qui puisse imposer une telle rupture de la chaîne. Elle demeure l'impératif ultime de la raison théorique et pratique, de l'homme en tant qu'il se donne à lui-même ses lois. Au stade de l'évolution où nous sommes, cette autonomie est devenue une possibilité réelle, et cela à une échelle sans précédent dans l'histoire. Sa réalisation réclame l'émergence d'une conscience radicale capable de pulvériser une mystification répressive des faits également sans précédent. Il s'agit, dans cette conscience, de reconnaître les traits d'une politique d'exploitation dans les bienfaits même de la domination. Et je suis convaincu que dans la jeunesse militante d'aujourd'hui, cette prise de conscience est déjà en cours. Peut-être est-ce le premier pas vers la libération. Merci. C'était Les Vendredis de la philosophie, archives. Herbert Marcuse, La liberté et les impératifs de l'histoire. Conférence donnée en français sur une traduction de M. Lefrat dans le cadre des Rencontres internationales de Genève, septembre 1969, La liberté et l'ordre social. Première diffusion d'une archive de la radio suisse romande que nous remercions vivement. Franck Lilin, Pascal Baronzelli, Marc Hubert Floriot. Tout renseignement bibliographique sur franceculture.com.